Marie-Lumière. Alors pour ce faire, nous demandons à la diaconesse Maman Florence de nous conduire à la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Père Saint-Esprit, Papa Saint-Pierre, Papa Saint-Pierre, Papa Saint-Pierre, notre Dieu Tout-Puissant, Maman Pierre, Maman Méditerranée. Qu'est-ce que nous pouvons demander à cet instant? Nous te rendons gloire et honneur parce que tu es bon, miséricordieux, de nous avoir donné le souffle de vie afin que nous puissions être les humains en ce jour. Papa, certes, tu nous as donné l'occasion en ce jour de se réunir en ce lieu, afin que nous puissions être les ambassadeurs de notre mission que nous sommes venus faire ici en Europe. Nous voici réunis pour la conférence au nom de Maman Marie-Lumière et de Maman Méditerranée. Nous ne sommes pas dignes car nous ne sommes que des humains sur terre. Pardonne-nous de nos péchés, viens en aide à notre secours, donne-nous la sagesse, l'intelligence et le discernement, afin que nous puissions te servir comme chez toi. Papa Simon qui va Maman Méditerranée, sois avec nous et pense aussi à ceux qui sont en route. Sois avec nous du début jusqu'à la fin et que ton nom soit loué, soit glorifié. Au nom du Père, Fils et Père Saint-Esprit, à qui nous demandons toutes choses. Amen. Bienvenue à tous dans ces beaux cadres parisiens qui est la bourse de Paris. Avant toute chose, nous tenons à remercier la Fédération des travailleurs africains en France et en Europe, la FEDAF ainsi, qui nous a permis de nous retrouver ici et de nous a disposé cette salle. Aussi, nous remercions l'association de femmes qui bâtissent à la Brigitte Afrique pour avoir organisé cette conférence et qui nous a invités à participer à la dite conférence. Par la même occasion, nous vous remercions, vous, en tant que public, d'être venus nombreux assister à la même conférence. Comme vous avez sans doute lu sur l'affiche, notre conférence s'intitule Maman Mouilou, une héroïne méconnue. Pourquoi une héroïne? Une héroïne, c'est un personnage de l'histoire dont les faits et les actes méritent que l'on puisse en parler, que l'on puisse les valoriser, donc les actes et les faits, que l'on puisse les signaler afin que sa personne puisse demeurer dans la mémoire collective universelle. Et vous demanderez aussi, au mot héroïne, nous avons ajouté un qualificatif, méconnu. Lorsqu'on dit qu'une personne est méconnue, c'est-à-dire que c'est une personne qui est à la valeur. Donc il faudrait la faire découvrir ou la faire reconnaître à sa juste valeur. Donc en un mot, il faut que nous puissions faire reconnaître Maman à tous et plus particulièrement de manière universelle. Alors sans plus tarder, nous allons donner le mot au modérateur pour nous présenter cette conférence et puis animer le débat. Bonne conférence à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Papa Adrien. Nous allons tout de suite passer au vif du sujet parce que l'air qui nous est imparti a vraiment défilé. Nous allons lire le programme en partant de la présentation des intervenants et animateurs. Vu le retard, nous allons les présenter au moment où ils seront en phase de s'exprimer. Alors, la partie 1, ça sera Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Ça sera par Madame Sylvia Servin. Suivi d'une intervention
Maman Mouilou, l'héroïne dans l'ombre, qui sera présentée par Maman Feza Finan. Intermède musical, témoignage sur Maman Mouilou, une femme universelle à découvrir par Madame Joby Valentin. Partie 2, intermède Faki. Et là, ça sera la Gégeki qui va le faire. Témoignage sur Maman Mouilou par le témoin de son existence. Ça sera lu par Papa Norbert Sauvé. Maman Mouilou, l'âme du kibangisme, par Madame Augustine Dédé Kassamboué. Quel est l'apport de Maman Mouilou dans l'avenir de l'humanité? Ça sera par Maman Fifi Ridola. Et puis, on va passer au débat. Et après, ça sera le mot de la fin. Sans plus tarder, nous allons présenter la première intervenante qui va nous faire la lecture son texte sur la reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. On revient sur le mot d'ouverture par le révérend pasteur et nous allons passer par Maman Serpin. Révérend pasteur, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de déclarer ouverte la conférence débat de ce jour, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue et à nos 4 intervenants aujourd'hui. Nous souhaitons également la bienvenue à tous et à toute l'ensemble ici présente. La thématique qui nous est proposée aujourd'hui est d'une telle importance qu'il conviendrait de suivre avec une grande attention ce qui nous sera dit. Ainsi, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le représentant légal et chef spirituel de l'Église kimbanguiste, qui régule et respecte clairement toutes ces activités, je me fais le devoir de déclarer ouverte la conférence débat de ce jour. Bonne conférence à toutes et à tous, et je vous remercie. Merci, révérend pasteur. Nous passons directement à la présentation des intervenantes. La première, c'est Madame Sylvia Serbin. Qui est Madame Sylvia Serbin? Elle est journaliste, historienne et écrivain. Sylvia Serbin est née au Sénégal de parents originaires de la Martinique. Elle a vécu une trentaine d'années sur le continent africain, dont elle a visité de nombreux pays, et autant en France où elle a fait ses études d'histoire et de journalisme et mené une partie de sa carrière professionnelle. Première journaliste noire à Radio France de Paris, elle a ensuite travaillé dans la communication institutionnelle en Côte d'Ivoire et en France, ainsi que dans une organisation internationale, l'Agence de la francophonie. Elle a aussi collaboré à différents programmes de l'UNESCO comme auteur pour les ouvrages collectifs et comme consultante. Son premier livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, paru en fin 2004 et réédité en 2018, est l'unique publication à ce jour à présenter des femmes africaines en tant qu'actrices historiques sur une période aidant de l'Antiquité au début du XXe siècle. Sylvia Serbin a aussi donné des conférences dans différents pays d'Europe.
d'Afrique et des Caraïbes, ainsi qu'au Brésil et au Canada sur les héroïnes noires de l'histoire. Par ailleurs, durant 13 ans, elle a été conseillère municipale dans la commune où elle réside, près de Versailles. Sans plus tarder, nous lui passons la parole, Madame Sylvia Servin. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Toujours les problèmes techniques à régler en priorité. Donc, je voudrais remercier M. Adrien, l'association des femmes clipanolistes pour leur invitation à participer à cette rencontre. Et je voudrais aussi les féliciter à travers de tels événements de perpétuer la mémoire et l'action d'une de nos grandes femmes qui ont marqué l'histoire dans leur activité particulière et qui ont utilisé leur spiritualité comme force pour pousser les peuples africains à la résistance. Madame Milou, dont on parlera mieux que moi tout à l'heure, donc fait partie aussi de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique dans différentes régions et qui n'étaient pas seulement des reines, mais aussi des prophétesses, des femmes qui arrivaient à attirer le peuple à elles et à leur faire entendre un message qui a été porté par son époux en ce qui la concerne, puisqu'elle a relevé l'Église, elle a pris la suite lorsque son mari a été emprisonné par les colons. Alors, c'est bien de relire certaines pages de l'histoire africaine à travers les femmes qui s'y sont distinguées, et c'est ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignoraient totalement leur passé, leur patrimoine historique, et surtout la jeune génération, nos enfants. Je me rappelle la phrase de ma fille unique quand elle avait 8 ans et qui m'a dit « Mais maman, je ne comprends pas, tous les grands pays ont des femmes célèbres, la France à Jeanne d'Arc, l'Angleterre, la reine Victoria, la Russie, Catherine II, même les Indiens ont Pocahontas, parce qu'elle venait de voir le dessin animé sur cette princesse indienne. Et elle me dit, et nous, c'est-à-dire nous les Noirs, est-ce qu'on n'existait pas avant? Et voilà qu'aujourd'hui, nos enfants afrodescendants en sont peut-être à penser que nous avons dû arriver après les autres peuples de la Terre, et c'est pour ça que nous ne sommes pas présents dans l'histoire, nous n'avons aucune grande figure qui enseignait dans les livres d'école, et nous n'avons aucune référence à donner à nos enfants. Les seules références positives qu'on leur donne, ce sont toujours des héros blancs à travers la littérature, le cinéma, les bandes dessinées, ça va du cow-boy à d'autres personnages. Or, ils sont porteurs de valeurs universelles. Le courage, la dignité, tout ça, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans tous les peuples de la Terre, mais on nous montre toujours ces mêmes modèles qui sont porteurs de valeurs. Donc c'est pour que nos enfants sachent aussi que parmi leurs ancêtres, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus avec courage et dignité pour leur liberté, pour leur dignité, pour préserver leur peuple, pour préserver leur culture et leur civilisation. Donc c'est un peu le but de ce travail. Alors, en effet, dans les livres d'histoire, les femmes noires sont totalement absentes, et surtout, depuis l'émergence du féminisme, les grandes figures mises en avant par l'histoire universelle ne représentent que des femmes européennes. Or, l'histoire des peuples noirs est parsemée de luttes individuelles ou collectives qui montrent que les femmes ont toujours participé à la défense de leur société aux côtés de leurs compagnons. Et du nord au sud du continent africain, des femmes se sont illustrées comme reines, femmes d'influence, guerrières ou résistantes à l'esclavage. Donc avant de vous parler de quelques-uns de ces portraits, parce que le livre en compte 22 et je ne vais pas toutes les énumérer, je vais vous présenter un peu le contexte qui a fait que certaines femmes se sont levées et ont décidé de participer à ces résistances pour leur pays.
Alors, juste un mot encore sur ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Jusqu'aujourd'hui, c'est le premier et seul ouvrage consacré à des femmes africaines en tant qu'actrices historiques. Jusqu'à présent, aucun chercheur ne s'y est encore intéressé. Donc, il présente 22 portraits de femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, on trouve, comme je le disais, des reines, des femmes d'influence, des grandes commerçantes qui étaient déjà autonomes, et contraire à l'image qu'on diffuse de nous aujourd'hui dans les médias internationaux, où les femmes noires sont toujours soumises, résignées. Or, on voit que dans notre histoire, nous avons eu des femmes de combat. Alors, je vais rapidement vous évoquer le contexte. Dès la fin du XVe siècle, profitant de vouloir faire des grandes découvertes maritimes, donc des pays européens, un certain nombre de pays, donc portugais, anglais, espagnol, français, hollandais, se lancent dans des explorations maritimes pour essayer de découvrir ce qui se passe au-delà de leurs frontières. Et lorsqu'ils arrivent, ils avaient besoin de ravitaillement sur les côtes africaines, ils arrivaient et le plus souvent, ils prenaient contact avec des populations locales et ils étaient souvent bien accueillis par ces populations africaines. Ils étaient reçus par des chefs et ils leur faisaient croire qu'ils venaient d'Europe pour leur présenter leur amitié et pour essayer d'avoir des liens avec eux. Ils les flattaient en quelque sorte. Alors, profitant de leur séjour, parfois ils restaient, on a dans les archives des témoignages d'explorateurs portugais arrivés dans le royaume du Congo, et dès qu'ils arrivent, une fois qu'ils se sont restaurés, ils commencent par regarder qu'est-ce qu'il y a autour d'eux comme ressources, comme matières premières. Ils regardent qu'est-ce que les gens font comme activité. Ils voient la faune, la flore, et ils se rendent compte que ce sont des pays qui sont prometteurs de richesses. Alors, ils découvrent aussi des populations qui travaillent. Je vous ai mis, par exemple, tout ça, ce sont des illustrations qu'on ne verra jamais dans nos livres d'histoire, mais qui font partie des archives et des illustrations qui ont été faites par des Européens au moment où ils arrivaient en Afrique, ils découvraient un peu ces pays. Alors on voit par exemple en Angola une femme qui cultive son champ, c'est une illustration du XVIIe siècle. Là c'est un couple qui fait le démarchant, qui vendeur de poissons et de légumes ou des forgerons. Donc tout ça, ce sont des populations actives et autonomes. Et ensuite, quelques années après, donc ces navigateurs repartaient chez eux au Portugal, puisque ça a été les premiers à être venus sur les côtes africaines. Le temps pour eux de s'organiser, organiser une armée aussi, de trouver des financements pour reprendre une expédition. Ils revenaient quelques temps après, ça pouvait être 2 ans, 3 ans après, mais cette fois-ci avec les navires chargés de canons, d'obus et de militaires pour pouvoir prendre le pied sur les contrées qui les avaient le plus intéressés, là où ils avaient découvert le plus de richesses. Alors on voit cette image, ça a été modernisé, mais ce sont des images anciennes qui ont été reprises. L'assaut des troupes portugaises contre un village en Afrique. Alors ensuite, on montre des résistances africaines. Donc tout ça, ce sont aussi ces illustrations qui nous ont montré, mais jamais dans nos livres d'histoire, on ne nous dira que les Africains ont résisté aux invasions européennes. Donc voilà, je vous montre ça rapidement. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les images. Et ensuite, deuxième étape, une fois qu'ils ont pris possession, qu'ils ont combattu les guerriers qui n'avaient que leur lance et leur courage contre les fusils et les canons, mise en esclavage des populations locales. Donc ça aussi, ce sont des images que vous avez peut-être dû voir sur certains sites. Et ensuite, les Européens s'emparent des terres des Africains. Donc une fois que les populations les plus vigoureuses sont dispersées à travers diverses régions du monde en esclavage, à ce moment-là, il y a des flux de migration. Aujourd'hui, on parle de nous comme des migrants, même si on est là depuis longtemps. Mais là, cette fois-ci, des flux de migration européenne vers ces terres nouvellement conquises, dont on
européens. Et ces terres qui servaient à l'autosuffisance alimentaire des populations africaines vont être transformées pour la production de produits d'exportation vers l'Europe. Ce qui va commencer à rendre les populations dépendantes sur le plan alimentaire parce qu'elles ne peuvent plus produire pour se nourrir elles-mêmes, mais elles sont tributaires de ce que leurs nouveaux maîtres européens leur laissent, les terres les moins fertiles pour leur nourriture et les terres les plus fertiles pour le café, le cacao et autres produits d'exportation pour les consommateurs occidentaux. Alors là, je vous ai brossé rapidement le contexte et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître tous ces personnages féminins parce que j'ai voulu m'intéresser, souvent les hommes on en parle, il y a eu des livres d'histoire sur des grands résistants africains, que toutes ces femmes ont décidé de se lever pour se battre, pour empêcher ces invasions et la soumission de leur peuple. Alors l'Angola a été la première colonie qui a été, où se sont installés les Portugais. C'était une ancienne enclave du royaume du Congo. Et le roi du Congo avait donné donc, cette enclave aux Portugais. Ils se sont installés, ils ont aussitôt mis un port négrier à Luanda. Et ça a été le pays le plus décimé par la traite négrière. Mais ça a été aussi le pays où la résistance en Afrique a été la plus longue. Pendant plus de 100 ans, les rois successifs qui ont occupé le trône du Congo, c'est l'ancien nom de l'Angola, n'ont pas arrêté de résister, de se battre jusqu'à la mort contre les Portugais. Donc c'est vraiment le seul exemple sur le continent où la résistance a été aussi longue. Et en bout de chaîne, donc arrive au XVIIe siècle, Anne Zinga, c'est la fille du roi précédent et la sœur du dernier roi, et elle arrive et elle prend le pouvoir à la mort de son frère. Et pendant 40 ans, elle va s'opposer aux troupes portugaises en menant elle-même ses troupes au combat, et cela jusqu'à l'âge de 82 ans où elle meurt en 1663, et jamais les Portugais n'arriveront à lui mettre la main dessus. Partout, elle est décrite comme une grande stratège militaire et d'une grande fierté. Elle avait appris le portugais pour écrire elle-même ses lettres au roi du Portugal et au pape à Rome pour leur dire « Laissez mon pays tranquille, moi je ne vais pas chez vous pour m'imposer et pour prendre votre pouvoir, donc laissez mon pays tranquille. » On a voulu aussi, lorsque les Portugais sont arrivés, ils ont commencé par armer, parce que le royaume de Congo était un immense territoire qui vivait il y avait un pouvoir central qui était tenu par le roi, mais toutes les grandes provinces étaient autonomes et dirigées par des gouverneurs ou des princes. Et les Portugais ont commencé, ils ont envoyé d'abord leurs missionnaires à la cour royale pour influencer le roi et l'affaiblir, et ensuite ils armaient les différents princes qui ont commencé à se faire la guerre entre eux, parce que quand les Portugais leur apportaient des marchandises, ils exigeaient d'être payés en esclaves, en hommes, en femmes et en enfants. Et donc c'est comme ça que tous les princes, toute l'élite s'est jetée dans le commerce esclavagiste pour fournir des hommes aux Européens, parce que c'était la seule monnaie d'échange. Et du coup, le royaume du Congo a commencé à trouver sa déliquescence parce qu'il y avait des guerres civiles en permanence entre les différents princes. Et la reine Zinga, elle, quand elle est arrivée au pouvoir, elle n'a pas voulu faire ça, elle a voulu faire un front de résistance, donc elle est allée négocier avec toutes les autres chefferies voisines pour les unir et pour qu'ils se mettent ensemble contre les avancées des conquistadors portugais. Alors là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, une statue qui a été faite en 1976, après la guerre d'indépendance du Portugal, où ils ont voulu rendre hommage à leur reine, et ils ont fait donc cette statue. Et c'était pour contrebalancer cette image où on la voit comme habillée comme une reine, qui a été faite par un peintre français au XIXe siècle, parce que déjà à son époque, la reine Zinga était connue dans toutes les grandes cours d'Europe, parce qu'on n'imaginait pas qu'une femme noire, une femme africaine, puisse résister comme ça à une armée européenne, à une époque où on disait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs.
Donc, elle a suscité beaucoup d'écrits, de comptes rendus de militaires sur les invasions portugaises, de romans, de pièces de théâtre, de caricatures. Donc déjà, dans les grands cours d'Europe, Zinga était déjà connue, et c'est le seul personnage historique africain à avoir une telle notoriété donc, dans notre histoire à l'étranger. Alors à un moment, elle n'a pas pu contenir les avancées du Portugal, les troupes arrivaient de plus en plus nombreuses, et quand les troupes arrivaient, elle envoyait des espions à Luanda pour surveiller le débarquement des troupes et voir comment les Européens s'entraînaient afin de pouvoir adapter ses propres armées à leur façon de combattre et résister plus longtemps. Et elle lançait ses assauts au moment où des saisons des pluies, où il y avait le paludisme qui attaquait les Blancs, et c'est là où elle lançait le plus souvent ses assauts parce qu'elle les savait affaiblis. C'est pour montrer comment c'était une femme stratège. Donc, voyant qu'elle avait perdu une partie de son territoire, je vais trop vite, elle s'est réfugiée dans le royaume voisin du Matamba où elle a reconstitué son pouvoir, et là elle a continué à diriger jusqu'à sa mort, et cette partie-là de son territoire, les Portugais n'ont même pas osé s'aventurer là puisqu'ils pensaient qu'elle était invincible. Alors, donc je disais, c'est une héroïne qui est aujourd'hui célébrée dans diverses zones de la diaspora noire, notamment au Brésil, aux États-Unis aussi, où elle est célébrée comme une grande figure de l'histoire africaine, alors qu'elle est assez peu connue malheureusement sur le reste du continent, à part l'Angola, le Cameroun un peu, et alors, autre personnage que je souhaitais vous faire connaître, c'est la reine Mateyala du Walo qui a vécu au XIXe siècle au Sénégal, pas loin de Saint-Louis où moi-même je suis née, et qui a mené la résistance contre les troupes du général Faidherbe, qui a dirigé la conquête coloniale française en Afrique de l'Ouest, et c'était le premier palier avant de s'étendre sur d'autres régions. Et donc, cette reine, j'en avais entendu parler dans mon enfance, parce qu'au Sénégal, quand on était petit à l'époque, il n'y avait ni télévision, ni ordinateur, et le soir, en rentrant de l'école, on était assis dans la cour, et ce sont les vieux qui nous racontaient des histoires, et c'était souvent l'histoire des grands royaumes du passé, et des contes, ou voilà, des leçons de morale illustrées. Et plus tard, donc j'avais entendu parler de cette reine, quand je faisais mes études d'histoire à Paris, je me suis spécialisée dans l'histoire africaine, et c'était un moment où les féministes françaises venaient nous voir, on était assez peu de femmes noires, en disant « Oui, vous les Africaines, vous êtes soumises, il faut vous révolter contre les hommes, enfin voilà. » Et moi je dis à mes professeurs, moi je ne comprends pas, on parle de grands personnages masculins, mais pourquoi on ne parle pas des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire? Et il m'a répondu, les femmes noires n'ont eu aucun rôle dans l'histoire, et si vous avez entendu parler de certains noms, ce sont des mythes inventés par des populations primitives pour pouvoir essayer de valoriser un peu les femmes. À l'époque, on ne répondait pas à son professeur, mais j'ai gardé ma frustration, et quelques années plus tard, j'étais journaliste à Radio France, donc je travaillais sur des archives militaires françaises du XIXe siècle, où il y a un officier français au Sénégal qui racontait la conquête qu'il menait, donc il envoyait ses comptes rendus à sa hiérarchie en France, à Paris. Et là-dedans, je vois le nom de cette reine où ils disent qu'il y a une femme qui mène une résistance et qu'ils ont du mal à la contrer, que vraiment ces guerriers sont très vaillants et qu'elle ne veut pas céder. Et c'était la reine Mateyala. Je me suis dit, si les Blancs eux-mêmes, ils ont écrit ce nom-là, c'est que c'est pas un mythe. Et ça a été un peu le point de départ de toutes mes recherches, où j'ai voulu chercher à travers toutes les archives possibles si je trouvais des femmes, des noms de femmes qui avaient participé à cette résistance. Donc Mateyala a régné pendant 22 ans sur la région du Walo. Malheureusement, elle a perdu son territoire, puisque, comme je dis, entre les canons et puis les arcs de nos guerriers, il n'y avait pas match. Donc, mais elle a quand même été une grande reine, une grande résistante aussi. Alors, certains d'entre vous connaissent, je parlais tout à l'heure de la spiritualité qui a aussi
message, il n'y a pas eu seulement des femmes de pouvoir. Et donc parmi ces prophétesses, ces femmes de spiritualité, la prophétesse Kimbarita, qui a vécu au XVIIIe siècle dans l'ancien royaume de Congo. Et donc c'était toujours dans cette période de tension où les princes se battaient entre eux, provoquant des familles, des guerres civiles et le développement de la poursuite de la traite négrière, de la poursuite des captifs pour les envoyer en esclavage. Donc elle a fondé son église et elle disait au peuple, les missionnaires nous disent, parce qu'elle était chrétienne, elle avait été christianisée, mais elle a réfléchi, elle a voulu adapter cet enseignement à l'environnement local. Et elle disait, les missionnaires nous disent au ciel, les anges ne sont que blancs, c'est faux. Il y a aussi des anges noirs dans le ciel, et qu'on nous dit que Jésus-Christ ne vient pas aussi de chez nous. Donc il faut retrouver confiance en vous, il faut ne plus écouter ces missionnaires et ces blancs qui viennent nous dénigrer alors qu'ils disent que Jésus ne fait aucune différence entre les hommes. Et donc elle a voulu créer sa propre église pour redonner confiance au peuple et demander la fin de l'influence portugaise sur le pouvoir congolais. Alors du coup, le peuple entier a commencé à la suivre. Les élites de plus en plus délaissaient l'église catholique pour pouvoir la suivre. Et à ce moment-là, les missionnaires qui entouraient le roi ont commencé à avoir peur parce qu'ils perdaient leur influence. Et ils ont demandé au roi Pedro VI, qui était assez faible, ils ont dit que c'était une hérétique, qu'il fallait la rechercher et la faire arrêter. Et le roi a cédé. Donc elle a été arrêtée et elle a été condamnée à être brûlée sur le bûcher, vive, parce que c'est comme ça que l'Église punissait ceux qui contestaient son enseignement. Donc elle a été brûlée en 1706 au Congo. Ensuite, autre exemple de femmes combattantes, les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey. Donc c'est pour vous montrer que dans des régions différentes d'Afrique, il y a eu ces femmes aussi qui se sont levées, pas seulement en Afrique centrale et d'autres. Et donc ce corps d'élite a pendant 2 siècles, du XVIIe siècle au XIXe siècle, a représenté le fer de lance de l'armée dahoméenne. En fait, ce royaume était assez belliqueux et était souvent en guerre. Et comme c'est les hommes qui s'occupaient des champs, des plantations, chaque fois qu'il y avait de longues guerres comme ça, beaucoup d'hommes mouraient au combat. Ce qui fait qu'à un moment, au XVIIe siècle, le roi Guézou a décidé de prendre des femmes et de les former. Au départ, c'était des femmes qui étaient destinées, c'était des captifs de guerre, qui étaient destinés à être envoyés dans la traite négrière. Mais comme on payait moins pour les femmes que pour les hommes, il a dit, bon ben je vais les garder, je vais les former, je vais en faire mon armée. C'est pour ça, et ces femmes se sont montrées tellement courageuses au combat, elles ne pliaient jamais devant l'ennemi, donc elles étaient considérées vraiment comme, elles étaient toujours aux premières lignes des combats, et elles disaient que si nous on ne tue pas l'ennemi, c'est l'ennemi qui viendra tuer nos enfants. Elles se considéraient comme le rempart de leur société, le rempart de leur pays. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours été dans la défense de la patrie, et le corps des Amazones a été décimé lors de la conquête française, donc au XIXe siècle, en 1804. Alors, les images, mais il y en a une où on voit les femmes les plus expérimentées, les plus âgées. C'était le corps des générales des Amazones parce qu'elles n'acceptaient pas d'être commandées par des hommes, donc elles avaient leur propre commandement militaire. Alors, j'évoque aussi, parce que là on a parlé de la traite occidentale, mais aussi le commerce transsaharien, puisque les Arabes, antérieurement à la traite occidentale et postérieurement aussi, ont pendant plus de 14 siècles trempé aussi dans cette traite négrière. Et je parle du cas du village de Nder au Sénégal, où un groupe de femmes a résisté contre des attaquants venus de Mauritanie pour essayer de les emmener en esclavage. Donc quand elles ont su, il y a une d'entre elles qui était allée au
au bord du fleuve pour prendre de l'eau. Elle a vu arriver la colonne des soldats venus de Mauritanie. Elle a couru au village prévenir ses sœurs. Et toutes les femmes sont allées dans leur case, elles ont caché leurs cheveux sous des bonnets, elles ont enfilé des tenues d'hommes avec les boubous, les cartons, les pantalons, et elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient trouver pour se défendre, parce que les hommes étaient partis très tôt le matin au champ ou bien à la pêche, et les soldats qui gardaient le village avaient accompagné le roi à Saint-Louis où il était en visite. Donc elles ont ramassé des pilons, des machettes, des fusils, et elles ont attendu les morts et elles se sont battues. Elles étaient à peu près 300 femmes et elles comptaient sur leur supériorité numérique pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et quand les Mauritaniens se sont rendus compte que c'était des femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, puis ils ont vu très vite, ils ne voulaient pas gâcher cette marchandise. Donc ils ont décidé de faire un retrait de quelques heures et de revenir ensuite pour prendre des femmes vivantes. Donc les femmes ont compris, les survivantes ont compris qu'elles ne pouvaient pas résister à une deuxième attaque. Et il y a l'une d'entre elles, Barkadia, qui a dit mes sœurs, il faut que nous soyons courageuses. Nous n'allons pas attendre qu'on vienne nous emmener en esclavage, comme l'ont été avant nous nos mères et nos grands-mères. Nous allons toutes nous rassembler dans la grande case du conseil et nous allons nous sacrifier. Donc les femmes ont commencé à pleurer et tout ça, mais elle a réussi à les convaincre. Donc elles se sont toutes enfermées, elles se sont serrées les unes contre les autres en chantant les chants qu'elles chantaient tous les jours dans leurs activités pour se donner du courage. Et donc Barkadia a lancé du feu un bras sur la porte de la case en paille. Et donc il y a un brasier qui s'est allumé et toutes les femmes sont restées là jusqu'au dernier à chanter jusqu'à ce qu'elles soient étouffées. Et à ce moment-là, le toit de la case est tombé sur elle et quand les gens qu'on avait envoyés chercher pour les secourir sont arrivés, ils sont arrivés devant ce brasier et c'est pour ça que ce sacrifice des femmes d'Onder est resté dans la tradition populaire comme sous le nom de Talat Abder, c'est-à-dire le mardi d'Onder parce que ça s'est passé un mardi entre 1819 et 1820. Alors, je voulais montrer aussi que partout les Africaines ont été déportées, et je finis là dans 2-3 minutes. Partout les Africaines ont été déportées, elles ont dû faire preuve de cette belle combativité qu'elles avaient dans leur population d'origine, dans leur tradition, toute cette force que leur avaient transmise leurs ancêtres, leurs parents, pour se réadapter dans des environnements hostiles où elles étaient traitées en esclaves, en objets, où même leur lait maternel appartenait d'abord à l'enfant blanc du maître. Quand elles accouchaient, le lait qu'elles portaient devait nourrir l'enfant blanc parce que les femmes blanches ne voulaient pas abîmer leur poitrine. Et les enfants noirs, souvent, pouvaient mourir de malnutrition parce que leur mère ne pouvait pas les nourrir. Donc c'était ça aussi le sort de ces femmes esclaves. Non seulement elles travaillaient comme des bêtes, mais elles étaient vraiment réduites à l'état presque d'animaux. Et c'est pour montrer que cette force qui leur est restée de l'Afrique, et puis elles se faisaient mémoire pour transmettre des bribes de noms traditionnels à travers des chants, à travers des récits aux jeunes générations. Elles gardaient aussi des pharmacopées traditionnelles qu'elles ont essayé de reconstituer sur les îles où elles étaient ou aux États-Unis. Ou bien à travers les danses et tout, elles essayaient de toute cette culture ancestrale qu'elles gardaient en mémoire, elles essayaient de la maintenir encore en vie pour les jeunes générations. Donc ces femmes, c'est pour montrer qu'elles n'ont pas été passives ou comme le montre la plupart de littératures européennes sur la période esclavagiste, où on a voulu faire croire que les Noirs acceptaient docilement d'être dominés par des maîtres blancs et qu'ils ne se plaignaient pas, et c'est la case de top, où tout le monde est content, mais qu'il y a eu énormément de résistance dès l'arrivée sur les sols étrangers. Et donc en 1802, dans les colonies françaises, Napoléon, qui avait épousé une femme blanche de la Martinique, dont les parents étaient planteurs, et qui se plaignait parce que l'esclavage avait été aboli une première fois
en 1794. Donc en 1802, Napoléon arrive et décide de rétablir l'esclavage dans toutes les colonies françaises, de Saint-Louis, du Sénégal, à la Guadeloupe, la Martinique. La Martinique est occupée par les Anglais, la Guadeloupe, Haïti. Et à ce moment-là, tous ces Noirs qui avaient été libérés de l'esclavage, certains étaient devenus commerçants, d'autres avaient leur plantation, d'autres étaient devenus instituteurs. Du jour au lendemain, Napoléon envoyait des troupes par bateau de France pour les remettre en esclavage. Donc on les regroupait sur des grands espaces et puis on leur mettait les fers aux pieds et aux mains. Et ces gens qui avaient appris le goût de la liberté, retrouvé leur liberté, redevenaient esclaves. Donc il y a eu une grande révolte qui a été initiée par un métis, un officier métis de la Martinique qui était en Guadeloupe, qui s'appelait le colonel Louis Delgrès, et qui a décidé de pousser les gens à se réunir pour se révolter contre ce rétablissement de l'esclavage. Donc il y a eu énormément de gens qui ont suivi le mouvement, et parmi eux, il y avait une jeune femme de 30 ans qui était enceinte, qui s'appelait Solitude. Elle était métisse aussi parce que sa mère africaine avait été violée par un blanc, comme ça se passait souvent à l'époque. Et donc elle avait suivi le mouvement, et la répression, Napoléon envoyait de nouvelles troupes, et la répression contre les résistants a été tellement forte qu'il y a eu des milliers de morts dans la population noire guadeloupéenne. Et il y a eu autant d'hommes que de femmes. Et Solitude, comme elle était enceinte quand elle a été attrapée, on ne voulait pas que l'enfant qu'elle porte soit perdu pour un planteur blanc. Donc on a décidé d'attendre son accouchement, et le lendemain de son accouchement, elle a été pendue donc, en novembre 1802. Et à ce moment-là, tous ces insurgés étaient réunis sur des plages ou en place publique, et ils étaient fusillés ou pendus, et hommes comme femmes, on ne faisait aucune distinction. Et la Guadeloupe, à l'époque, est une petite île où il n'y avait pas une énorme population. Il y a eu plus de 10 000 morts dans la population noire du fait de ce soulèvement anti-esclavagiste. Et puis je voudrais terminer, comme ça j'ai tenu mon temps, avec une résistante aussi afro-américaine pour montrer aussi cette femme venue descendante d'Africains transplantés en Amérique. Elle aussi a participé donc à la libération des esclaves. Elle s'est enfuie d'une plantation où elle était esclave parce qu'elle savait que son maître allait la vendre avec d'autres esclaves parce qu'il lui manquait d'argent. Elle savait pas lire, elle a marché la nuit dans les barricades, dans les forêts, et elle est arrivée dans une ville abolitionniste à Philadelphie. Là, elle a travaillé comme elle lavait le linge pour les gens, et au bout de 2 ans, elle était tourmentée à l'idée que sa famille était restée prisonnière des plantations. Donc elle a mis un petit pécule de côté pour acheter des vivres, et elle s'est déguisée en vieille femme. Et elle a repris le périple, elle est repartie dans la plantation au risque de sa vie. Et comme ça, en plusieurs voyages, elle a réussi à faire évader son frère, sa sœur, ses vieux parents. Et comme ça, elle est devenue célèbre. Dans les cours d'esclaves, on se chuchotait le nom de cette femme courageuse qui réussissait à faire partir des gens, à les faire s'enfuir de leur plantation. Après, elle a rejoint un mouvement abolitionniste qui s'appelait le chemin de fer clandestin. Et donc, elle est devenue ils prenaient le vocabulaire du chemin de fer parce que c'est au moment où le chemin de fer se développait aux États-Unis. Et pour les Noirs, ce chemin de fer représentait les rêves d'évasion, des rêves de liberté. Donc, elle est entrée dans le chemin de fer clandestin. Et elle, toute seule, elle a réussi à sauver plus de 300 personnes en faisant des va-et-vient entre des régions esclavagistes et des pays des zones abolitionnistes jusqu'au Canada. Elle a réussi comme ça à sauver 300 personnes. Et elle est célébrée dans l'histoire américaine et enseignée dans les écoles pour que la mémoire collective des Blancs comme des Noirs puisse apprendre à reconnaître et à respecter aussi des résistants afro-américains qui se sont battus contre l'esclavage.
Et bon, je sais que surtout pour les jeunes, c'est important de leur faire connaître ce passé, de leur montrer qu'ils ont aussi des modèles, ils peuvent avoir des modèles qui leur ressemblent, qui ne sont pas que des modèles blancs, et que c'est important aussi, parce que l'histoire est importante pour la structuration d'identité, pour l'affirmation de soi. Tous ces peuples qui nous dominent mettent en avant leur grande histoire, leur grande civilisation. Il faut que nous sachions que nous aussi, nous avons une grande histoire. Le continent africain est le plus anciennement peuplé de cette planète et personne ne viendra nous dire que nous n'avons pas d'histoire, que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Mais il faut la chercher, il faut apprendre à la connaître. Merci beaucoup. Merci, Maman Sorban, par votre exposé. Nous affirmons que l'Afrique noire et sa diaspora a aussi connu des femmes courageuses, des femmes combatives. Elles ont combattu, elles ont résisté pour la liberté et leur dignité. Donc ce sont des femmes combattantes et ce sont des héroïnes. Nous passons à la deuxième intervenante. Il s'agit bien de Mme Feza Finan, qui est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Actuellement, elle est présidente d'une organisation non gouvernementale dénommée Amima Africa World. Africa World, qui a son siège en Allemagne et qui défend les migrants africains, réparation des crimes du passé, et elle milite pour les veilleurs des consciences. Maman Feza, Azali Maman Oyo, pour la Daramini, na Facebook, na YouTube plutôt. Maman Feza, sur ma droite. Oyo, les missionnaires Baramingi, Toko Samati Mingi. Maman Moyeyo, Maman Feza, nous vous passons le micro. Allô. Bonsoir. Moi, je vais un peu africaniser mon intervention. Je ne sais pas comment on fait chez les Kimbangistes. Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Merci beaucoup. En tout cas, je suis contente. Je vais commencer d'abord en français pour la bonne compréhension de plusieurs par ici. Et ensuite, je vais continuer en local. Ça va? Ok. Tout d'abord, je remercie l'organisation qui a bien voulu m'inviter ce soir, d'être là parmi nous. Normalement, ça aurait été mieux de passer d'avril, mais il y a eu quand même des contretemps. Quand même, Dieu a bien voulu que ce soit aujourd'hui que je sois là parmi vous. Donc un grand merci en tout cas à l'organisation et un grand merci à tous les publics ici réunis en tout cas. Pour mon intervention, ce que je vais dire, j'ai un test que j'ai préparé. En tout cas, moi je ne vais pas parler à la manière de la dame tout à l'heure. Elle a fait l'exposé, moi je vais lire un test que j'avais rédigé. Mais si je
première intervenante, elle a globalisé les vaillantes femmes d'Afrique. Mais moi, je vais me focaliser sur l'une d'elles. Elle a cité d'ailleurs Maman Mouilou, Kiawaka, Nzitane. Certains parmi vous peuvent s'étonner que je commence à parler des Kibarou. Ceux qui me suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, de Facebook, j'en parle largement. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Cette conférence que j'ai commencé déjà en état, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des aléas, des événements purement africains. Voilà l'attitude. Mais bon, que Dieu nous fasse grâce pour ce retard en tout cas prochainement. Alors, moi je vais lire mon texte d'abord en français, rapidement pour gagner du temps, et ensuite, peut-être je vais dire quelques mots en lingala. Voici le texte que je fais. Priez d'être un peu patient avec moi et surtout à l'écoute. Une héroïne dans l'ombre. Le monde actuel, devenu de plus en plus injuste, par son esprit patriarcal que misogyne, qui souvent a une tendance à étouffer les actes des bravures que posent les femmes de par le monde, particulièrement les femmes africaines. Et pourtant, il ne manque pas des espoirs enregistrés par elles. Pour ce faire, notre génération devra désormais les faire découvrir et surtout en parler de plus en plus. Ce qui sera pour nous un signe de gratitude pour leur noble lutte. Parmi ces femmes, bien qu'il y en a plusieurs, à l'instar de la prophétesse Kimba Vita, alias Donna Béatrice, nous avons une femme extraordinaire à découvrir pour les uns et à faire découvrir pour les autres. Comme on a souvent cru que les grands événements ne peuvent se passer que dans des grandes villes, et pourtant dans cette histoire pour une héroïne, cela s'est déroulé dans un petit village, sans histoire apparemment, mais qui s'avère être maintenant l'un des points du monde le plus béni, capable de s'attirer de plus en plus du monde vers les jours à venir. Cette personne n'est autre que l'épouse, mère de ses enfants et la compagne de lutte de renommé grand prophète pour les uns, bien sûr. Tata Simon Kimba. Au nom de Maman Mouilou, Kiawaka, Nzitane, Mali. À l'occasion de ces 60 ans de sa disparition physique, la mémoire de Maman Mouilou nous revient comme un sursaut spirituel d'une lutte aussi noble que salutaire pour laquelle elle s'était sacrifiée toute sa vie, et c'est là jusqu'à son dernier souffle. Après avoir pu découvrir la lumière salvatrice qui se trouve dans la personne de Papa
Cette femme qui avait partagé sa vie, surtout qui se trouvant à ses côtés dès le début de sa mission pour le peuple noir en premier et pour les affligés de par le monde en général. Elle s'est livrée en sacrifice pour une cause dont dès le jour elle pouvait rassasier ses regards. Ici, je vais dire l'expansion de paroisses humanistes dans les 4 coins du monde. L'existence du temple à Kamba, attirant de plus en plus du monde, et le œuvre continuel des fidèles humanistes ne laissant personne indifférente, entre autres les fanfares humanistes dont la renommée attire de plus en plus des admirateurs. Malheureusement, son combat en dehors de l'Église humaniste n'était pas très connu du grand public. Et pourtant, elle était une femme remarquable. Dès le début du ministère public de son époux, et surtout dévouée à son rôle auprès de son mari, sachant que la tâche ne serait pas facile pour elle, elle a su résister jusqu'au bout de sa mission, sans trahir ni abdiquer. À moins d'être accusée de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître et la priver de notre reconnaissance. Oui, par son œuvre, Maman Mouilou se révèle être une personne clé dans la mission ô combien salvatrice de Tata Simon Kimbangu. Elle est indéniablement liée à cette cause dès sa jeunesse jusqu'à de nos jours. Elle est un soutien spirituel incontournable, indéfectible, dont on peut reconnaître le mérite par sa fin lors de ses derniers mots testamentaires aux fidèles kimbanguistes. Ici, je vais dire sa dernière volonté avant de quitter ce monde. Je reviendrai plus tard. Revenons un peu à son héroïsme, c'est dont je vais exposer aujourd'hui. Oui, Maman Mouilou est une vraie héroïne, mais dans l'ombre. Dans l'ombre, parce que le public l'ignorait. Mais aussi des personnes de mauvaise foi ont participé à étouffer son parcours et ses œuvres que notre génération est dans l'obligation de restaurer cette mémoire et de l'actualiser à chaque fois que l'occasion se présentera. Le monde aujourd'hui devra reconnaître ceci. Pendant que souffrait Tata Kimbangu en prison, réservé des coups de fouet, des tortures de tout genre, il y avait aussi une femme qui partageait son supplice. Cette souffrance que l'on ne peut décrire en quelques mots, ni en trouver le sens. Une femme qui ne vivant pas dans des endroits occupés, mais dans un petit village, et qui n'était autre que son épouse, la mère de ses 3 fils, qui sont le Charles de Daniel, relégué plus tard à Goma, loin de sa famille, de l'âge de 7 ans, Dialunga Kianga Paul Salomon
son jeune frère, Diagueda Kountima Joseph, alors âgé de seulement 3 ans. N'est-ce pas que sous d'autres cieux, l'on brandirait un certain droit de l'enfant? Son cri, ce n'était pas seulement son soutien à l'œuvre d'évangélisation que faisait son mari, Tata Kibakou, mais aussi et surtout sa persévérance malgré les tourments et les interdits formels de ne pas réunir les fidèles. Une mission consistait à prêcher l'évangile du Christ, mais dans la vérité, et face au joug colonial, à donner de l'espoir aux populations autochtones et d'aspirer à devenir un jour libre et pouvoir jouir de son héritage spirituel promis. Et sur le plan matériel, de jouir des fruits de cette liberté. Notons ici qu'elle s'était dévouée à ses services dans un moment très difficile, celui de la colonisation, où la liberté était devenue l'apanage des autres, mais privée à l'homme noir. Un temps à haut risque, car pour les colons belges, voyant le succès de cette œuvre, ils redoutaient une insurrection ou un moyen d'obtenir l'affranchissement du peuple asservi, qui était la condition de Noirs à l'époque. Soyons reconnaissants et rendons-lui hommage. Nous qui sommes devenus ces héritiers spirituels et les dépositaires de cette noble cause et lutte. Elle qui n'entendait d'ailleurs de son combat aucun avantage matériel en retour. Ne dit-on pas qu'il y a beaucoup de bonheur à donner que de recevoir? Et comme dit-on souvent, qui ne risque rien n'a rien, elle a pris ce risque. Aujourd'hui, elle a obtenu bien plus que ça. Certaines femmes trahissent, mais elle a su prouver par son contraire. Elle a réussi là où les autres avant elle avaient échoué. On peut même dire, là où Ève, la première femme, avait échoué par la ruse du diable, elle, par la même ruse, elle résista jusqu'à atteindre la plénitude de la victoire. Oui, une vraie héroïne dans l'ombre. Son courage exceptionnel face au danger, le risque encouru malgré l'interdiction formelle de ne pas réunir les fidèles. Maman Ouidou a réussi à surmonter toutes ces difficultés. Là où il y avait un non catégorique, elle l'a répliqué par un oui ferme, en rassemblant les fidèles en cachette, malgré les risques. Et comme dit-on, l'audace a du génie. Par cet acte héroïque, elle peut en être fière du résultat que son combat donné de nos jours. Il y a un adage populaire qui dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Par la vie et le combat de Maman Ouidou, on peut aujourd'hui affirmer avec certitude, oui, Maman Ouidou Kiawanga
est une grande dame, et même bien plus que cela. Elle passe pour être une vraie déesse, car il est écrit quelque part que nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Je ne pense pas que c'est la fille son cas de mourir comme un humain, mais comme une déesse. En rendant l'âme, elle a accéléré le processus pour la cause du humanisme et de l'homme noir en général. Parce qu'il s'agissait bien de la mauvaise condition que se trouvaient les Noirs à l'époque. Comme conséquence de son acte, tout avait basculé. Tout avait basculé pour elle, ainsi que pour ses enfants. Juste après la condamnation de son époux pour 30 ans de prison ferme, non seulement qu'elle se devrait être privée de son mari, aucun droit pour les visites, et même presque privée de tout revenu, de confort pour une femme, car manquant de quoi se vêtir suffisamment, des moyens de survie pour une mère, alors qu'elle avait des enfants mineurs à prendre en charge. Elle aurait pu bénéficier de la charité des autres, mais la situation était bien facile pour elle, à moins de le faire en cachette, ce qui n'était toujours pas évident pour son entourage, étant donné qu'elle était tenue sous haute surveillance. Livrée au tourment, à l'isolement, aux tortures, services et autres contraintes corporelles. Elle manquait souvent de quoi mettre sous la dent. Même nourrir ses enfants, objet de tendresse pour toutes les mères du monde. Elle était réduite au point de manquer de quoi subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas parce qu'elle était paresseuse, mais elle était délibérément privée de tout moyen de survie. Même quand certaines familles, par compassion, décidaient de venir en aide, ou par pitié de ses enfants, cela lui était interdit formellement, au risque de attirer des représailles auprès des gardes qui les tenaient sous haute surveillance. Et comme si cela ne suffisait pas, après s'être privée de son mari, Maman Mulou sera par la suite privée de son fils aîné. Alors qu'il n'en avait que 7 ans, qui sur lequel Charles. Quelle femme et mère au monde accepterait de se séparer de son fils mineur? À cet âge, l'enfant avait besoin de l'affection maternelle, mais hélas, même ses coutumes, Maman Mulou l'a encore enduré sans en faillir. Pourquoi cette séparation? Cela n'était donc sans raison. Ses bourreaux démontraient par là qu'ils craignaient que ce fils aîné, qui avait assisté aux nombreux services et aux actes de puissance qu'accomplissait son père, qu'il ne puisse les reproduire à son tour. Toutes ces souffrances injustes, Maman
les a endurés. Parce qu'elle était non seulement la femme de Papa Siboki Mbamou, pour qui on pouvait imaginer l'impact dans la communauté, mais aussi et surtout un incontournable soutien dans cette mission. Malgré cela, malgré toutes ces souffrances injustes, elle avait tenu ferme. Rien n'a pu affecter son comportement, ni son émotion, pour lâcher prise et céder à la tentation. Car n'oubliez pas ces petits détails. Les tentations, elle en avait affronté, mais elle demeura malgré tout fidèle à son époux. Et même si ça lui arrivait de verser des larmes dans la situation inconfortable qu'elle s'est trouvée, elle et ses enfants, elle avait toutefois maintenu le rencontre. Et c'est là, de l'arrestation de son mari en septembre 1921 jusqu'à sa mort physique le 27 avril 1959, soit au total 38 ans de souffrance, de résistance, de lutte et de combat. On peut même oser le dire, c'est comme si elle était prédestinée à ne vivre que pour cette cause. Du fruit de cette passion, pour une cause juste endurée par cette femme, sentant sa fin venir, la date du 12 avril 1959, elle va distribuer des cartes aux premières catéchistes de l'Église pour la continuité de l'œuvre dont elle a pu baliser le chemin. Son courage, sa persévérance hors du commun font d'elle aujourd'hui une vraie héroïne pour une cause aussi noble que salutaire. Et donc nous nous réjouissons de cette liberté de culte qu'elle nous a octroyée de nos jours. Et en faire sa vie en rançon pour nous et pour cette œuvre, par ses prix payés, Maman Mouilou Kiawawa Zitani Marie devient pour nous femme du Congo, femme d'Afrique et particulièrement de femme qui bâtisse une référence et surtout un modèle de soutien et de dévouement qui accouche d'un résultat positif, bénéficiant à plusieurs malgré les obstacles. Oui, bénéficier à son peuple, au Congo démocratique, sa terre natale, à l'Afrique tout entière et à la diaspora noire à travers le monde. Elle a d'ailleurs favorisé l'accession de l'humanité à une nouvelle civilisation que le monde se rendra compte dans la suite des temps, à une nouvelle ère et à une vision nouvelle par son mari Simon Kimba pour la coexistence pacifique des peuples et des cultures, pour un monde juste et au respect de la vie humaine. En effet, par ce dernier mot, avant de rendre l'âme, on peut donc dire qu'elle a atteint son objectif. Lorsqu'elle dira, si je ne pars pas, cette situation ne changera pas. La parole de Dieu doit s'accomplir. Mais la question c'est
est celle de savoir quelle était cette situation dont elle faisait allusion, celle de vivre comme étrangère et prisonnière dans sa propre patrie, devenir des damnés de la terre pour des causes aussi nobles qu'humanistes, pour laquelle elle a su sacrifier sa vie. Ne point jouir de son héritage, se trouvant sous contrôle des envahisseurs, se voir privés de liberté de culte pour manifester librement leur foi, et la condition inhumaine dans laquelle ils s'est trouvés tous, ainsi que les 37 000 familles de relégués cubanistes et l'ensemble de son pays, sans oublier le 150 000 martyrs. Toutes ces choses ne deviennent que souvenirs. Souvenirs parce que nous ne les revivrons plus jamais. Grâce aussi à cette femme unique à son genre. Pourtant vivant dans un petit village à Kama, un endroit sans histoire, mais qui, par leur vécu, il devient riche en histoire. Son départ a su emporter avec elle toutes nos humiliations, nos discriminations, nos souffrances, pour nous offrir la liberté dont nous parlons aujourd'hui le résultat. Et comme souhaité par elle-même dans son intercession pour la cause de son peuple, des partis pour améliorer la condition inhumaine qu'elle voyait vivre son peuple, afin de plaider auprès de notre Père éternel l'impact visible des fruits de cette demande ne se firent pas entendre. Le dimanche 4 janvier 1959, le peuple de Leopoldville, aujourd'hui Kinshasa, se souleva à la place Yimka, au camp Rakia Matonnier, quartier Matonnier, journée des martyrs de l'indépendance. L'église libaniste obtient sa reconnaissance officielle par la colonie belge en date du 24 décembre 1959. Le jeudi 30 juin 1960, le roi Baudouin de Belgique va lui-même proclamer l'indépendance de Congo au Palais de la Nation, permettant ainsi le Congo à accéder à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Après avoir servi fidèlement à cette noble cause, Mamamouilou entre désormais dans les panthéons de femmes héroïnes d'Afrique pour de luttes nobles et pour la liberté des peuples opprimés et asservis. Et toutes les générations aujourd'hui, de demain et du lendemain, a le devoir de la faire découvrir avec fierté et sans complexe par des occasions comme celle-ci. Elle a accepté d'endurer la haine, le mépris des autres, sans lâcher prise, ni faillir. À la fin de sa vie, elle a non seulement offert un amour vrai à son entourage, mais aussi elle a recommandé aux fidèles entre eux un exemple à suivre. Que peut-on donc retenir dans son combat? Elle avait cédé, si elle avait plutôt cédé au tourment et trahi son alliance
pour se remarier, pourquoi pas. C'est que beaucoup de femmes pourraient aussi le faire. Certainement, l'église libaniste n'aurait pas vu le jour ou existé. Comme quoi, la femme demeure en dépit de tout un personnage clé pour des causes justes, et quand elle le veut, et quand elle le peut, c'est là malgré les circonstances. Sachez-les tous, l'église libaniste doit son existence en partie aussi au soutien indéfectible de Maman Mouilou. Elle a respecté les consignes lui laissées par son mari et elle a tenu bon malgré les circonstances. Femme, suivons son exemple pour la continuité des l'œuvre. Si elle est sortie vainqueur malgré les difficultés, à plus forte raison nous autres qui vivons dans un temps où la liberté des cultes devient un gage pour tous, suivons son exemple pour rendre cette œuvre plus grande et plus parlante. Ne croisons pas nos bras, aspirons toutes à devenir des Maman Mouilou pour la continuité de cette œuvre. À cause du fruit de son travail, puissions-nous dire comme Élisabeth devant Marie, la mère du Christ, toutes les générations la diront bienheureuse. Oui, toutes les générations diront-elles la bienheureuse, car étant désormais la mère de tous, elle incarne en elle, sous un œil spirituel, la première femme qui fut la mère de tous les vivants. Cette fois-ci, et dans la voie kibaniste, elle devient la mère d'une nouvelle génération pour une nouvelle civilisation. En disant un jour à son mari, Simonie, accepte la mission qui t'est confiée par les cieux, je te soutiendrai et j'y apporterai assistance. N'est-ce pas là que cette femme nous révèle par son histoire une vraie héroïne? Nous en sommes aujourd'hui reconnaissants et que nous pouvons dire avec conviction et ensemble, Maman Mouilou Kiawaga Zita Imbari est une vraie héroïne à commémorer pour son combat, et c'est là de génération en génération. Vive Maman Mouilou Kiawaga Zitani, la bienheureuse mère. Merci. Merci Maman Feza. Rien à dire sur Maman Mouilou. Nous avons retenu seulement que c'est une maman qui part d'un petit village. Qui part d'un petit village et qui a dans son combat, qui n'a rien demandé de matériel. De toute façon, elle est morte démunie de toute richesse matérielle. Elle a mené un combat noble, un combat difficile pour nous, mais comme vous l'avez dit, on dirait qu'elle était prédestinée à ne vivre que ce combat-là. Nous qui aujourd'hui parlons des combattants,
Mouilou est devenu un personnage historique. Merci. Nous rappelons que nous allons arrêter à 16h et nous demanderons aux intervenantes de bien vouloir ramasser de façon à ce que nous allions plus vite. Nous passons au témoignage. Nous avons ici sur ma droite Maman Joby Valente, que les kimbanguistes connaissent bien. Je ne veux pas la présenter, je voudrais qu'elle-même se présente et qu'elle-même donne son témoignage. Un témoignage par quelqu'un qui n'est pas congolaise, par quelqu'un qui n'est pas africain, mais quelqu'un de la diaspora. Je ne vais pas m'attarder, je lui passe la parole. Maman Joby, à vous. Merci beaucoup. Ma maman Oye. Oui. Ma maman Oye. Oui. Ma maman Oye. Oui. Eh bien, je salue les mamans, je salue aussi papa, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est un jour pour les mamans. Et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs l'exposé de notre sœur, Madame Servat, qui nous a démontré combien une femme déterminée, combien elle pouvait aller très loin. Et qui nous a montré, qui nous a démontré que dans notre communauté, nous avons des héroïnes. Et que nous ne devons jamais perdre espoir et ne jamais nous sous-estimer. Je suis effectivement née à la Martinique. J'ai été enseignante d'abord et ensuite je suis devenue une artiste, comédienne et en même temps je suis une militante. Et je n'ai jamais cessé de militer. À chaque fois que j'essaye de m'arrêter et que je me dis il faut que je me repose un peu, eh bien, ils viennent me chercher là où je suis, même si je suis caché, ils viennent me reprendre et me dire il y a un nouveau combat à mener. Et c'est à cause de cela que je dirais que lorsque nous avons un cœur sincère, lorsque nous battons pour la bonne cause, comme a fait Maman Mouilou et toutes ces héroïnes, nous bénéficions non seulement du regard de Dieu, mais du soutien et du regard de nos ancêtres. Et c'est pour cela que nous avons le devoir, effectivement, de manifester notre reconnaissance et notre amour pour nos ancêtres. Et il nous le rend bien. Parce que je me souviens dans les années 80, je m'étais battue d'ailleurs avec une équipe pour avoir une radio. À l'époque, cette radio que nous avons créée s'appelait Tropic FM. Et sur cette radio Tropic FM, qui n'a rien à voir avec le Tropic FM de maintenant, il y avait des émissions très importantes et des émissions de conscientisation. Et j'animais une conférence, j'animais une émission qui s'intitulait Zombie Lévé. Ça veut dire zombie levez-vous. Dans la mesure où un zombie est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il est
ce que son maître, ce que les autres disent qu'il est. Mais lui-même, il ne sait pas qui il est. Et je considérais que de la manière dont nous avions été traités pendant des années, nous vivions comme des zombies, à l'occidental, à la créole, et qu'on avait effacé en nous toute trace de nos ancêtres valeureux. Nous redevenions des êtres inférieurs, démunis de toute l'humanité. Et pour moi, ce n'était pas possible. C'était inacceptable. Et je n'étais pas la seule. Donc, j'ai cherché, nous avons fait de la recherche. Donc, un ami et moi-même, d'ailleurs, nous avons recherché, nous avons fait de la recherche et nous avons découvert qu'il y avait des civilisations noires dont on ne parlait jamais. Et c'est pour cela qu'on a décidé d'animer cette émission qui s'appelait Zombie Libé pour dire voilà ce que l'on dit que nous sommes, mais voilà ce que nous sommes en réalité. Ouvrons donc les yeux et levons-nous. L'heure est arrivée. J'avais même composé une chanson qui s'intitule Les arrivées. L'heure est arrivée. Et il y a eu des contestations, effectivement, parce que les hommes, d'ailleurs, qui travaillaient avec moi, estimaient que ce n'était pas normal qu'une femme vienne parler de choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, elle inventait. Et ils ont demandé qu'on supprime cette émission parce que je racontais des histoires. Mais j'ai pu apporter des preuves que c'était des vérités. Donc, j'ai continué à animer cette émission, à parler de l'Égypte, à parler de l'Afrique, à parler des civilisations anciennes. Et jusqu'à ce qu'on ait organisé une marche pour la libération de Nelson Mandela. C'était la première marche que les Noirs organisaient pour la libération de Nelson Mandela. Parce que toutes les autres marches, c'était d'ailleurs le Parti communiste qui soutenait beaucoup, étaient organisées par les Français. Mais les Noirs qui organisaient une marche pour la libération de Nelson Mandela, c'était la première. Et il y a eu environ 5000 personnes à cette marche. Et il y a eu des mamans, des enfants, c'est-à-dire qu'on a eu toutes les couches de la société. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il y avait cette soif de connaissance chez nous, qu'il y avait cette soif de reconnaissance. Et ce jour-là, c'était en 85, j'ai dit, aujourd'hui est né un mouvement qui s'appellera le mouvement pour la nouvelle humanité. Et quel que soit l'endroit où l'un d'entre nous souffrira, c'est comme si nous étions aussi en souffrance. Et nous devons crier, et nous devons tout faire pour apporter notre secours. Et au fil des temps, donc dans le militantisme, il y a aussi les souffrances, comme a exposé notre sœur tout à l'heure. Et il y a des grandes et des petites souffrances, mais il y a des souffrances. Et un jour, fatiguée, je me suis retrouvée couchée sur ma moquette dans mon salon. Et à 6 heures du matin, une dame est venue. Elle était assise à ma tête, c'est-à-dire que dans le songe, mais en même temps, il était comme une vision. La dame était assise et elle m'a secouée. Et elle m'a dit, Kimbo. Je me suis réveillée, mais je me suis rendormie, j'étais trop fatiguée, puis ça m'a fait. Non. Une deuxième fois, Kimbo. Et je me suis réveillée à nouveau et je me suis assise. Et alors là, elle s'est dit, mais tu ne veux pas comprendre, moi je vais te secouer sérieusement. Et elle m'a secouée. Et elle a crié, Kimbo. Et là, je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant. Et j'ai gardé l'image et le souvenir de cette femme. Elle avait la tête attachée. Et ça m'a... Puis après, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire. Mais après ça, j'ai
j'ai gardé ce nom qui me manque. Et après ça, j'ai fait un songe où je me trouvais dans un village où il y avait des bambous. Le côté d'ailleurs, je retrouvais ce village là-dedans. Il y avait des bambous. Et j'étais assise, il y avait une maison, j'étais assise dans une cour, en train de me reposer dans une chaise longue au soleil. Et il y avait des femmes qui préparaient un bûcher pour exécuter quelqu'un qui avait fait quelque chose de mauvais. Et puis, après, on vient me chercher. Alors je vais et je regarde et je vois un homme que je connaissais, qui était à cheval et qui était encerclé par un groupe de femmes avec jupe verte, comme la sœur là, et un corsage blanc. Mais elles avaient un masque d'abeille. C'est-à-dire que je ne voyais pas leur visage, elles avaient un masque d'abeille. Mais elles encerclaient ce monsieur qui était à cheval, mais elles étaient allées le chercher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait fait. Et c'est après que j'ai compris que c'est à moi qu'il cherchait à faire du mal. Mais je n'ai pas compris sur le coup. Mais lorsque, et alors elles l'ont poussé, vraiment des soldats qui sont allés chercher quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et qui l'emmènent pour être jugé. Et quand il m'a regardé, je l'ai vu, et quand il descendait du cheval, j'ai vu qu'il avait une jambe d'animal et une jambe d'homme. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était quelqu'un qui était malfaisant, parce que je le connaissant, je ne savais pas qui il était. Et j'ai tourné la tête et j'ai fait comme si je n'ai rien vu. Et la responsable du groupe m'a dit maintenant venez. Alors on l'a obligé à descendre du cheval et la responsable du groupe lui a dit suivez-moi. Et dans la maison où j'étais, alors dans laquelle je me reposais, où j'étais en train de me reposer, il y avait une porte dérobée que je n'avais jamais vue. Et cette dame, la responsable, a ouvert cette porte, a enlevé ses chaussures, m'a dit d'enlever mes chaussures. Et elle m'a dit monter. Et elle m'a fait suivre par ce monsieur et elle est montée derrière nous. Et lorsque je suis arrivée en haut, il y avait une mezzanine sur laquelle était assise un monsieur noir, habillé de blanc, qui m'a regardé avec un sourire et qui m'a dit on se repose bien ici. Moi j'étais surprise parce que je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui me regardait d'en haut, qui voyait tous mes faits et gestes. Alors on récupère, alors je lui ai répondu timidement oui. Et après il s'est retourné vers, alors il m'a dit ça avec un sourire, et après il s'est retourné vers le regard vers la personne qui venait, d'un air sévère, et il a regardé. Mais ce dernier probablement savait ce qu'il attendait. Il est venu avec une offrande. Et il a présenté un chapeau en forme de chapeau chinois renversé, dans laquelle il avait mis quelque chose comme des arachides, et il a offert. Et il a demandé pardon. Il a donc été pardonné comme ça. Et je me suis réveillée. Et là, je me suis dit, ça commence à devenir sérieux. Et j'ai cherché. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai demandé que veut dire Kimbangu. Et c'est un Angolais qui vivait avec lui, qui a été élevé à Kinshasa. Il m'a dit, il y a un prophète, effectivement, qui s'appelait Simon Kimbangu, mais c'est Jean-Baptiste qui était venu pour annoncer Simon Toko, qui est le Jésus de l'Angola, leurs histoires de tout le monde est Jésus, tout le monde est prochain. Donc, ça ne m'a pas impacté parce que je n'ai pas entendu Simon. J'ai entendu Kimbangu, on ne va pas dire Simon. Donc je ne me suis pas contentée de sa réponse. Et je suis allée vers un autre journaliste, puisqu'il va parler d'Angola et tout ça, je suis allée vers un autre journaliste originaire d'Angola qui travaillait à RFI et
et que je connaissais aussi, je l'ai appelé. Et quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, je connais un pasteur d'une église kimbanguiste à Paris. Je peux te donner son numéro de téléphone. Et il s'agissait de pasteur Maroua, Moïse Maroua. Et quand je l'ai appelé, il était au travail, il m'a dit, est-ce que je peux venir chez vous tout de suite après mon travail? J'ai senti qu'il était vraiment excité par ma question. Je lui ai dit oui. Et il est venu et je lui ai raconté les deux songes. Et il lui parlait des couleurs, du corsage blanc, de la jupe verte. Il ne m'a rien dit. Il m'a dit simplement, est-ce que je peux prier? Je lui ai dit oui. Il s'est dit, est-ce que je peux prier de ma langue? J'ai dit oui. Il s'est agenouillé, il a prié. Et lorsqu'il a fini de prier, il m'a dit, je vais téléphoner au fils aîné de Simon Kimbangu qui est en Belgique. Alors, il a téléphoné. Moi, dans ma curiosité de savoir, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit tout de suite, oui, oui, oui. Il a donc téléphoné et nous avons été invités à rencontrer le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, la personne de Papa Kisolo Kele, en Belgique. Et lorsque il m'a rencontré, que je lui ai raconté, il m'a simplement dit, vous êtes un membre de la famille. Et il m'a raconté toute l'histoire de son père, mais il m'a dit, il faut absolument rentrer en contact avec mon frère et faire un voyage au Congo. Je me suis donc exécuté et j'ai appelé, j'ai raconté, il m'a dit d'ailleurs de raconter ma vie de militante, ce que je fais de militante. Il a bien spécifié, il m'a dit de lui raconter, de lui dire tout ce que je fais en tant que militante. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a simplement dit, il faut absolument, maman, que vous veniez me voir. Et il en a parlé avec Adamaroa et qui est parti en voyage avec moi. Et lorsque je suis arrivée à Kinshasa, bien reçu évidemment, nous avons été rapidement assez intimes, Malongo et moi. Il a affrété une voiture afin que je parte avec le service de la télévision et le protocole, et puis nous sommes partis à Tamba. Le voyage était spécialement pour moi. Et il y avait donc Papa Bobé, que certains d'entre vous vont connaître, qui filmait en permanence. Tout est fait de gestes. Mais je ne comprenais pas pourquoi il me filmait. Mais je me suis dit, c'est peut-être la tradition. Non. Il a filmé, et puis moi je ne savais pas quelles étaient mes réactions. Et il m'a proposé d'aller au mausolée de la femme de Papa Simon Kimbangu. Je lui ai dit oui. Et il me dit, arrivé devant le mausolée, il me dit, est-ce que vous voulez vous recueillir? J'ai dit oui. Vous voulez faire une prière? J'ai dit oui. Je suis agenouillé, j'ai prié, j'ai baissé la tête. Et au moment de me lever, où je lève la tête, je regarde et je dis, ah, mais c'est cette femme qui est venue me réveiller. Et à ce moment-là, il a éclaté de rire. Et je dis, mais pourquoi prier? Il dit, mais nous savions que c'était Maman Bruno qui était venue vous chercher, mais on voulait voir votre réaction. Et c'est pour ça que vous filmez. C'est filmé d'ailleurs, c'est dans les archives. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai réalisé que j'étais dans une démarche initiatique, que j'étais dans un pèlerinage et que j'avais été supervisé, je dirais, repéré par mes ancêtres et qu'il y avait une bonne surprise qui m'attendait et qui a été pour moi
d'un réconfort extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à apprendre la vie de Simon Kimbangou, la vie de Maman Mouilou, et que j'ai dû parcourir et apprendre beaucoup de choses. Mais je suis restée une militante parce que je pense que si j'ai été assistée, si j'ai été repérée, c'est parce que je suis peut-être dans la bonne voie, c'est-à-dire celle de se battre pour son humanité, pour notre humanité, de se battre pour notre respect, de se battre pour la considération de nous-mêmes et qu'on nous considère, et qu'en même temps que nous respections les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à témoigner aujourd'hui. Et effectivement, Maman Mouilou est une grande dame. Spirituellement, elle a sa place. Et que dire? Que dire? Continuons d'être des exemples. Et je reconnais, oui je termine, je reconnais que les femmes kimbanguistes suivent effectivement cet exemple. Parce que beaucoup de travaux, beaucoup de constructions, beaucoup de choses se font avec les mamans. Et je crois que les papas kimbanguistes se croient peut-être les plus heureux du monde parce qu'ils ont des femmes qui sont très activistes, mais qui ne sont pas activistes gratuitement pour être activistes, mais qui font des choses merveilleuses. Alors, bravo, mon courage, parole